S'il te plaît, maman, signe ici. La voix de Vanessa était aussi douce et persuasive que lorsqu'elle était petite et me suppliait de lui donner de l'argent de poche. Mais aujourd'hui, à 35 ans, elle appuyait ma main sur le stylo tandis que son mari, Sébastien, me tenait le bras d'une poigne si forte que j'en avais mal aux os. Nous étions dans une banque, entourés de gens vacants, à leurs occupations habituelles, inconscients du drame qui se jouait à notre table. C'est juste une formalité, maman. Un petit virement pour régler des formalités administratives. Mais je savais qu'elle mentait. J'avais vu les documents. Ce n'était pas un petit virement, c'était tout. Mes 45 000 € d'économie, tout ce qui restait après le décès de mon mari Peter, il y a 3 ans. La climatisation de la banque ronronnait au-dessus de nos têtes, mais je sentais une vague de panique chaude et collante m'envahir. Les lumières fluorescentes me faisaient mal aux yeux, et le bruit des machines à compter, les billets me martelaient les tempes. Vanessa souriait aux caméras de sécurité, comme si nous étions une famille normale, faisant des affaires normales. Sébastien souriait aussi, mais ses doigts restaient de crispés sur mon bras comme un étau. « Allez, Olivia, m'a-t-il murmuré à l'oreille. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Son haleine sentait la cigarette et le café froid. Pense à ta petite fille, Caroline. Pense à tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi. L'ironie me brûlait la gorge. C'était moi qui avais payé les études universitaires de Vanessa. C'était moi qui lui avais donné l'argent pour la caution de son appartement. C'était moi qui avais couvert les dettes de Sébastien lorsqu'il avait perdu son emploi l'année dernière. 18 000 € qu'il n'avait jamais remboursés. Et maintenant, ils étaient là et là, essayant de me voler la dernière chose qui me restait. Ma pension de veuve, l'argent que Peter et moi avions économisé pendant 46 ans de mariage. Mes mains tremblaient tandis que je tenais le stylo. L'encre semblait si noire, si définitive sur le papier blanc. Une signature et tout serait fini. Une signature et je me retrouverais sans rien. Vanessa se pencha vers moi, son doux parfum se mêlant à l'odeur d'anxiété qui émanait de ma peau. « Maman, fais-moi confiance, c'est pour ton bien. Tu ne peux pas gérer autant d'argent à ton âge. » Ces mots étaient du miel empoisonné, chaque syllabe calculée pour me désarmer. Je regardais autour de moi avec désespoir. Le jeune caissier nous observait depuis sa fenêtre, mais il semblait occupé avec d'autres clients. Une femme plus âgée attendait dans la file, feuilletant une brochure d'assurance. Un homme en costume vérifiait son téléphone. Personne ne remarquait ce qui se passait. Personne ne voyait que j'étais victime d'un vol en plein jour, en public, avec des sourires et des mots affectueux. Sébastien serra mon bras plus fort et un sanglot étouffé s'échappa de ma gorge. « Tais-toi, murmura-t-il avec un sourire. Nous ne voulons pas faire de scène, n'est-ce pas ? Ses yeux étaient non de froid comme la glace, et pour la première fois, j'ai réalisé que cet homme était capable de tout. Vanessa, ma propre fille, l'enfant que j'avais allaité et élevé, était assise là et regardait son mari me faire du mal, sans rien faire pour l'arrêter. L'horloge murale indiquait 15h15, un mardi comme les autres, qui était devenu le pire cauchemar de ma vie. Je me souvenais comment j'étais arrivée là. Vanessa m'avait appelé ce matin-là, la voix empreinte d'une fausse urgence. « Maman, nous devons aller à la banque. Tu dois signer des papiers. C'est important. » Elle ne m'avait donné aucun détail. Elle ne me donnait jamais de détails, seulement des ordres déguisés en demandes. Le directeur de la banque, un homme âgé nommé Monsieur Thompson, s'approcha de notre table avec un sourire professionnel. « Tout va bien ? Puis-je vous aider ?» Sa présence m'a donné une lueur d'espoir. C'était mon moment, ma seule chance. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai rapidement griffonné sur un bout de papier posé sur la table. « À l'aide, on me force. Je ne veux pas signer. » J'ai plié le mot et le lui ai glissé pendant que Vanessa et Sébastien étaient distraits par les documents. Monsieur Thompson a discrètement ouvert le mot et j'ai vu ses yeux s'écarquiller. Son expression professionnelle s'est transformée en une expression d'inquiétude contenue. Pendant un instant qui m'a semblé une éternité, nos regards se sont croisés et, à ce moment-là, j'ai su qu'il avait parfaitement compris. Sans dire un mot, il a discrètement appuyé sur un bouton sous son bureau, l'alarme silencieuse. Mon cœur s'est calmé pour la première fois de l'après-midi. Quelqu'un allait m'aider. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivée là, je dois vous raconter toute l'histoire. Je veux que vous compreniez qui j'étais avant de devenir cette femme désespérée dans une banque, implorant silencieusement de l'aide. Je m'appelle Olivia Anderson, j'ai 69 ans, et toute ma vie, j'ai été la femme qui disait toujours oui.
La femme qui donnait toujours, aidait toujours et se sacrifiait toujours pour sa famille, en particulier pour Vanessa. Je me souviens du jour où elle est née comme si c'était hier. C'était un matin de printemps, et après 12 heures de travail, elle est enfin venue au monde, petite, parfaite, avec les yeux verts qu'elle avait hérités de son père. Je l'ai prise dans mes bras et je lui ai promis qu'elle ne manquerait jamais de rien, qu'elle aurait toujours mon amour, mon soutien et ma protection. J'ai tenu cette promesse pendant 35 ans, mais je me rends compte aujourd'hui que je l'ai peut-être trop bien tenue. Quand Vanessa avait 5 ans, son père et moi avons pris 2 emplois, chacun pour lui acheter le vélo rose qu'elle voulait tant pour son anniversaire. Il coûtait 180 euros, une fortune pour nous à l'époque. Mais cela en valait la peine pour voir son sourire. À 15 ans, elle voulait aller dans une colonie de vacances qui coûtait 1400 euros. J'ai vendu les bijoux de ma grand-mère pour payer. Quand elle a obtenu son diplôme d'études secondaires, elle a insisté pour aller dans une université privée. Maman, c'est mon rêve, disait-elle les larmes aux yeux. Je ne peux pas aller dans une université publique. Que vont penser mes amis? Les frais de scolarité s'élevaient à 35 000 euros par an. 35 000 euros que nous n'avions pas. Son père et moi avons contracté un emprunt en mettant notre maison en garantie. J'ai fait des heures supplémentaires à la cantine de l'hôpital pendant 4 ans, nettoyant les tables tard dans la nuit, les pieds enflés et le dos endolori. Tout cela pour que Vanessa puisse obtenir son diplôme universitaire. Elle a obtenu son diplôme avec mention en administration des affaires et j'ai pleuré de fierté lors de la cérémonie. Je pensais pouvoir enfin me reposer, ayant rempli mon devoir de mère. Mais Vanessa avait d'autres projets. À 25 ans, elle allait rencontrer Sébastien dans un pub local. Il était beau, je ne pouvais pas le nier. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui ne me plaisait pas. Une froideur, un calcul qui me mettait mal à l'aise. Quand il s'est présenté, la première chose qu'il a faite a été de demander si la maison était payée, et non pas « Enchantée, Madame Anderson ». Non, juste une question d'argent. J'aurais dû y voir un signal d'alarme. Leur mariage a coûté 45 000 euros. Maman, je ne me marierai qu'une seule fois, a supplié Vanessa. Je veux que ce soit parfait. Je voulais m'y opposer, lui dire que nous n'avions pas autant d'argent, que son père venait d'être diagnostiqué diabétique et que nous devions économiser pour ses médicaments. Mais je la voyais si heureuse, si excitée, que je n'ai pas pu dire non. Nous avons contracté un autre emprunt. Je dois admettre que le mariage était magnifique. Vanessa était radieuse dans sa robe en dentelle blanche, telle une princesse de conte de fées. Sébastien souriait, mais j'ai remarqué que ses yeux scrutaient constamment les invités les plus riches, calculant et évaluant. Après leur lune de miel en Grèce, une autre dépense de 4 500 euros que nous avons dû couvrir parce qu'il ne pouvait pas se passer d'une lune de miel. Vanessa et Sébastien ont emménagé dans un petit appartement. Pendant 6 mois, j'ai pensé qu'ils avaient enfin mûri, qu'ils allaient voler de leurs propres ailes. Mais ensuite, les appels ont commencé. Maman, le frigo est en panne. Maman, la voiture a besoin d'être réparée. Maman, Sébastien a perdu son emploi et nous ne pouvons pas payer le loyer. C'était toujours une urgence, toujours pressant, et j'ai toujours dit oui. 500 euros par-ci, 1000 euros par-là. De petites sommes qui, cumulées, représentaient ma tranquillité financière. 2 ans après leur mariage, Vanessa m'a annoncé qu'il voulait acheter une maison. C'est un investissement, maman. Un pas vers l'avenir. La maison coûtait 180 000 euros et ils avaient besoin de 36 000 euros pour la compte. Ils n'avaient bien sûr aucune économie. Leur crédit était bien sûr mauvais. Tu peux nous aider, maman? Juste pour la compte, je te promets qu'on te remboursera chaque centime. C'était la plus grande promesse que Vanessa m'ait jamais faite. Et aussi, le plus gros mensonge. J'ai retiré 36 000 euros du fonds de retraite que j'avais constitué pendant 20 ans. Chaque euro représentait des heures supplémentaires, des repas que je ne m'étais pas offerts, des vêtements que je ne m'étais pas permis, des vacances que je n'avais jamais prises, mais je leur ai donné. Ce jour-là, je me suis assise à la banque et j'ai signé les documents de retrait anticipé avec des mains tremblantes, tandis que l'employé m'expliquait les pénalités que je devrais payer. Une pénalité de 10%, soit 3 600 euros que je perdrais simplement pour avoir retiré mon propre argent avant terme. Êtes-vous sûre de votre décision, madame? M'a demandé l'employé avec une sincère inquiétude. Une fois que vous aurez retiré ces fonds, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Je lui ai répondu que j'étais sûre. C'était pour ma fille, c'était pour son avenir, c'était pour lui offrir la stabilité que je n'avais jamais eue. J'ai signé les papiers et je me suis rendue chez Vanessa avec le chèque à la main, me sentant comme une héroïne.
J'allais sauver la situation. J'allais réaliser le rêve de ma fille. Vanessa a pleuré lorsque je lui ai remis le chèque. Des larmes de joie, ai-je pensé. Tu es la meilleure maman du monde, m'a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. Je ne sais pas comment te remercier pour ça. Je te promets, maman, je te promets que je te rembourserai chaque centime avec intérêt. Sébastien semblait également ému, même si son étreinte semblait froide et calculée. Merci, Olivia, m'a-t-il dit. Cela signifie beaucoup pour nous. Ils ont emménagé dans la maison 3 mois plus tard. Je dois admettre qu'elle était magnifique. 2 étages, 4 chambres, un grand jardin à l'arrière, avec de la place pour une piscine. Vanessa m'a invité à la pendaison de crémaillère et j'ai parcouru chaque pièce avec fierté. Mon sacrifice en valait la peine. Ma fille avait sa propre maison, mais les appels n'ont pas cessé. Au contraire, ils sont devenus plus fréquents. Maman, nous avons besoin de meubles pour la maison. Nous ne pouvons pas vivre par terre. 9 000 € pour un nouveau salon. Maman, la maison a besoin d'une nouvelle clôture. Les voisins se plaignent. 2 700 € pour une clôture en bois. Maman, nous voulons rénover la cuisine. Elle est tellement vieille et la plaque de cuisson ne fonctionne pas bien. 7 200 € pour de nouveaux appareils électroménagers. Chaque fois que j'hésitais, chaque fois que je mentionnais que j'avais moi aussi des dépenses, que l'argent ne poussait pas sur les arbres, Vanessa savait exactement sur quel bouton appuyer. Maman, je pensais que tu serais heureuse de voir que nous nous en sortons bien. Je pensais que tu voudrais que ta petite fille grandisse dans une belle maison. Et c'est ainsi que Caroline, ma petite fille pote de 8 ans, la prunelle de mes yeux, est devenue l'argument le plus puissant dans l'arsenal manipulateur de Vanessa. Caroline était née quand Vanessa avait 27 ans, et dès que je l'ai vue, j'ai su qu'elle était différente. Elle avait les yeux curieux de son grand-père et un sourire qui pouvait faire fondre le cœur le plus dur. Mais plus que cela, elle avait quelque chose que sa mère avait perdu en cours de route. Une gentillesse authentique. Quand Caroline me rendait visite, elle m'apportait des dessins qu'elle avait faits à l'école, de petites œuvres d'art au crayon de couleur où j'étais une grand-mère géante avec de grands bras, toujours souriante. Je t'ai dessinée grande parce que ton amour est grand, grand-mère, m'expliquait-elle de sa petite voix douce. Il était impossible de dire non à quoi que ce soit qui concernait Caroline. Cours de danse classique, 180 € par mois. Cours de piano, 270 € par mois. Camp d'été, 2 300 €. Vêtements spéciaux pour le récital de ballet, 450 € par tenue. Caroline a du talent, maman. Nous ne pouvons pas laisser son potentiel se perdre par manque d'argent. Pendant ce temps, ma propre situation financière se détériorait. Peter avait développé des complications liées à son diabète. Ses médicaments coûtaient 360 € par mois et l'assurance ne couvrait qu'une partie. Il avait besoin d'injections spéciales, de visites régulières chez le spécialiste et d'un régime alimentaire strict qui nécessitait des aliments plus coûteux. Je faisais des doubles gardes à l'hôpital, je rentrais à la maison avec les pieds en sang dans mes chaussures pour cuisiner, nettoyer et m'occuper de mon mari. Pourquoi ne demandes-tu pas de l'aide à Vanessa, m'a suggéré ma sœur Clara lors d'une de ses visites. Tu as dépensé plus de 90 000 € pour elle au cours des 5 dernières années. Elle peut sûrement t'aider à payer une partie des frais médicaux. Mais je ne pouvais pas demander de l'argent à ma fille. C'était mon travail de prendre soin de ma famille, et non l'inverse. C'était ma responsabilité d'être forte, d'être le pilier qui soutenait tout le monde. Peter est décédé tôt, un mardi matin, 3 ans après son diagnostic. Je lui tenais la main lorsqu'il a rendu son dernier souffle, et je jure avoir senti la moitié de mon âme partir avec lui. Nous étions mariés depuis 46 ans. Il était mon partenaire, mon meilleur ami, mon complice dans toutes les décisions difficiles concernant Vanessa. Après ses funérailles, je me suis assise seule dans notre maison vide et j'ai réalisé que j'étais complètement ruinée. Les frais médicaux, combinés à tout ce que j'avais donné à Vanessa, avaient épuisé nos économies. L'assurance vie de Peter m'a rapporté 45 000 €. C'était tout ce qui me restait pour vivre le reste de mes jours. Je l'ai déposé sur un compte d'épargne et je me suis promis d'être plus prudente. J'allais faire durer cet argent. J'allais apprendre à dire non. Mais Vanessa avait d'autres plans. 2 mois après les funérailles, Sébastien a perdu son emploi dans une entreprise de construction. C'était la faute de son patron xénophobe, m'a expliqué Vanessa, en pleurant au téléphone. Il l'a licencié sans raison. Maintenant, nous ne pouvons plus payer l'hypothèque. Maman,
Ils vont saisir la maison. Caroline devra changer d'école. Elle perdra tous ses amis. Ils m'ont demandé 18 000 € juste pour tenir le coup jusqu'à ce que Sébastien trouve un autre emploi. 6 mois maximum. Nous te rembourserons avec intérêt, je te le promets. C'était presque la moitié de ce qu'il me restait, mais l'idée que Caroline perde sa maison m'a brisé le cœur. Je leur ai donné l'argent à nouveau. Sébastien a trouvé un emploi 3 mois plus tard, mais l'argent n'est jamais revenu. Quand je leur en ai parlé, ils avaient toujours une excuse. Nous remboursons d'anciennes dettes, maman. Nous avons eu des dépenses imprévues avec la voiture. Caroline a dû aller chez le dentiste et l'assurance ne couvrait pas tout. Et maintenant, j'étais là, dans cette banque, à les regarder essayer de me voler les 27 000 € qui me restaient. Ma fille, l'enfant que j'avais élevé avec tant d'amour, était assise à côté de son mari violent, souriant aux caméras, alors qu'il prévoyait de me laisser dans une pauvreté absolue. Monsieur Thompson revint à notre table, accompagné de 2 agents de sécurité qui essayaient à quête de paraître décontractés, mais je pouvais voir la tension dans leur posture. Vanessa et Sébastien n'avaient encore rien remarqué. Ils étaient trop concentrés sur les papiers, revoyant les chiffres encore et encore comme des vautours, calculant leur butin. « Excusez-moi, dit Monsieur Thompson d'une voix calme mais ferme. Je dois vérifier certains détails de cette transaction avant de continuer. » Sébastien leva les yeux et pour la première fois, je vis une lueur de nervosité dans son regard. Quel genre de détails ? Tout est en ordre. Madame Anderson souhaite transférer l'argent sur le compte de sa fille. C'est une décision familiale. Sa main serrait toujours mon bras, mais il le faisait plus discrètement maintenant, conscient que d'autres yeux les observaient. Je comprends, répondit M. Thompson, mais le protocole bancaire m'oblige à vérifier que toutes les parties concernées agissent de leur plein gré et sans pression extérieure. Ces mots furent comme un éclair qui transperça la tempête de mon désespoir. Il me regarda droit dans les yeux. « Madame Anderson, pourriez-vous m'accompagner à mon bureau pour une vérification en privé ? C'est la procédure standard pour les transactions de cette ampleur. » Vanessa se raidit immédiatement. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Ma mère a déjà pris sa décision, n'est-ce pas, maman ?» Son sourire était devenu forcé, artificiel, comme un masque qui se fissurait. « Nous pouvons tout faire, ici même. Nous ne voulons pas vous causer de problème. » Mais monsieur Thompson était déjà debout, me tendant la main. « C'est la politique de la banque, madame. Il n'y a pas d'exception. » Les gardes se placèrent discrètement près de notre table. Cela ne prendra que quelques minutes. Je me suis levée, les jambes tremblantes, et pour la première fois de l'après-midi, Sébastien a dû lâcher mon bras. Vanessa m'a attrapé l'autre main. « Maman, ne complique pas les choses. Signe les papiers et rentrons à la maison. Caroline nous attend. » Elle a utilisé le nom de ma petite fille, comme s'il s'agissait d'une clé passe-partout qui ouvrirait toutes les portes de ma résistance. « Je reviens tout de suite, murmurai-je, n'osant pas la regarder dans les yeux. Je savais que si je voyais son visage, si je voyais cette expression innocente de petite fille qu'elle avait perfectionnée au fil des ans, je risquais de vaciller, je risquais de céder une fois de plus. Le bureau de M. Thompson était petit, mais confortable, avec des photos de sa famille sur son bureau et un petit cactus à la fenêtre. Il s'assit en face de moi et ferma la porte. « Madame Anderson, dit-il doucement, dites-moi ce qui se passe réellement. » Et puis, comme un barrage qui finit par céder, tout sortit. Je lui parlais des années de manipulation, de l'argent que j'avais donné sans rien recevoir en retour, des promesses non tenues et des mensonges enrobés de jolis mots. Je lui racontais comment Sébastien m'avait blessé au bras, comment Vanessa avait utilisé le nom de Caroline pour me faire chanter émotionnellement. Je lui ai expliqué que ces 27 000 € étaient tout ce qui me restait pour vivre, que sans eux, je me retrouverais à la rue. Monsieur Thompson m'a écouté sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps et prenant des notes dans un carnet. Quand j'ai eu fini mon récit, il a poussé un profond soupir. « Madame, ce que vous décrivez est de la coercition financière et, dans certains cas, de la maltraitance envers une personne âgée. Ce que font votre fille et votre gendre est illégal. » Illégal. Ce mot résonnait dans ma tête. Toutes ces années, j'avais pensé que c'était mon devoir, ma responsabilité en tant que mère, de donner jusqu'à en souffrir. Je n'avais jamais imaginé que ce que faisait Vanessa pouvait avoir un nom juridique, que cela pouvait être un crime. « Que puis-je faire ?» ai-je demandé, la voix brisée. « C'est ma fille, je ne veux pas lui causer d'ennui, mais je ne peux pas continuer ainsi, je n'ai plus rien à donner. » Monsieur Thompson s'est penché en avant,
Premièrement, nous allons annuler cette transaction. Deuxièmement, je vais consigner tout ce que vous m'avez dit. Troisièmement, je vais vous donner des informations sur les ressources juridiques et les mesures de protection pour les personnes âgées. Il fit une pause. Mais, madame, c'est à vous que revient la décision la plus importante. Êtes-vous prête à dire non? Êtes-vous prête à fixer des limites, même si cela signifie que votre fille se mettra en colère? Cette question me frappa comme un coup de poing dans le ventre. Étais-je prête? Pendant 69 ans, mon identité s'était construite autour du fait d'être la femme qui disait toujours oui, la femme qui donnait toujours, la femme qui se sacrifiait pour les autres. Si je cessais d'être cette personne, qui serais-je? J'ai pensé à Peter, à la façon dont il avait travaillé jusqu'à sa mort pour subvenir aux besoins de notre famille. J'ai pensé aux semaines où je n'avais mangé que des haricots pour pouvoir payer l'école privée de Vanessa. J'ai pensé à toutes les nuits où je suis restée éveillée, à calculer les dépenses, à découper des coupons, à chercher des moyens d'économiser chaque euro. Et puis j'ai pensé à Caroline, ma petite fille de 8 ans, qui grandissait en voyant sa mère manipuler sa grand-mère. Quelle leçon apprenait-elle? Que l'amour pouvait s'acheter avec de l'argent, qu'il était acceptable de faire du mal à ceux qui vous aiment si cela vous permettait d'obtenir ce que vous vouliez, que les personnes âgées étaient des ressources à exploiter jusqu'à épuisement. Oui, ai-je finalement répondu, et ma voix semblait plus forte que je ne l'aurais cru. Je suis prête. Monsieur Thompson a souri et s'est mis à écrire. Très bien, nous allons commencer par mettre une alerte sur tous vos comptes. Personne ne pourra effectuer de transactions sans votre présence physique et une vérification d'identité supplémentaire. Je vais également vous donner le numéro d'une ligne d'assistance pour signaler les cas de maltraitance des personnes âgées. Péquet. Pendant qu'il travaillait, j'ai regardé par la fenêtre de son bureau. Je pouvais voir Vanessa et Sébastien dans la salle d'attente. Elle faisait les 100 pas, parlant au téléphone avec des gestes agités. Il restait assis, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules, la façon dont il tambourinait des doigts sur la table. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il savait que leur plan tombait à l'eau. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas coupable de les décevoir. Au contraire, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. Le contrôle, le pouvoir, la capacité de prendre mes propres décisions sans que quelqu'un d'autre me dise quoi faire ou comment me sentir. Monsieur Thompson a fini d'écrire et m'a tendu plusieurs documents. Voici une copie de notre rapport d'incident. Voici le numéro de la ligne d'assistance. Et voici, m'a-t-il dit en me tendant une petite carte, mon numéro de poste direct. S'ils vous font à nouveau pression ou vous menacent, appelez-moi immédiatement. Je pris les papiers avec des mains qui ne tremblaient plus. Que dois-je faire maintenant? Comment leur expliquer que je ne vais pas signer? Dites-leur la vérité, répondit M. Thompson. Que vous avez décidé de garder votre argent pour vos propres dépenses. Vous n'avez pas à vous justifier davantage. C'est votre argent, madame. Vous l'avez gagné, vous l'avez économisé, et vous avez tout à fait le droit de le garder pour vous. J'ai pris une profonde inspiration. Il était temps d'affronter ma fille. Il était temps de devenir une personne capable de dire non. Il était temps de commencer à vivre pour moi-même, même si cela signifiait rompre avec un schéma qui durait depuis toujours. Nous sommes sortis ensemble du bureau. Vanessa s'est immédiatement approchée, le visage empreint d'anxiété et de colère contenue. « Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps, maman? Nous allons être en retard. » J'ai regardé ma fille, cette femme de 35 ans qui avait construit toute sa vie sur mon incapacité à lui refuser quoi que ce soit. Et pour la première fois depuis des décennies, j'ai prononcé les mots qui allaient tout changer. Je ne vais pas signer, Vanessa, je ne vais pas transférer mon argent. Le silence qui a suivi était assourdissant. Vanessa m'a regardée comme si je venais de la gifler, ses yeux verts brillants d'un mélange de choc et de fureur que je n'avais jamais vu auparavant. Sébastien s'est levé de sa chaise si brusquement qu'il l'a presque renversée, les poings serrés sur les côtés. « Comment ça, tu ne vas pas signer ?» a demandé Vanessa d'une voix tremblante, essayant de maintenir un sourire factice pour les caméras de la banque. « Maman, nous en avons déjà parlé. Ce n'est qu'un transfert temporaire. »« Ce n'est pas temporaire, Vanessa, » répondis-je d'une voix que je ne reconnaissais pas comme la mienne. Elle était ferme, décisive, comme celle d'une femme qui avait enfin trouvé sa force après des années passées à laisser les autres la plier à leur volonté. « Et ce n'est pas un transfert. C'est mon argent pour la retraite, et je le garde. » Sébastien fit un pas vers moi, mais les agents de sécurité s'interposèrent immédiatement entre nous.
Olivia, dit-il, de cette voix douce qu'il utilisait lorsqu'il voulait me manipuler. Ne sois pas ridicule. Que vas-tu faire de tout cet argent? Tu n'as pas de grosses dépenses, nous pouvons mieux l'investir. Le faire fructifier pour toute la famille. Pour toute la famille, répétai-je, et un rire amer m'échappa. Comme quand tu as investi les 36 000 € pour l'acompte de ta maison, ou quand tu as investi les 18 000 € que je t'ai donnés quand tu as perdu ton emploi. Dis-moi, Sébastien, combien as-tu remboursé? Je vis son masque de fausse inquiétude se fissurer. Son regard se durcit, révélant la froideur calculatrice qui avait toujours été là, mais que j'avais été trop aveugle pour voir. C'était des cadeaux, marmonna-t-il entre ses dents serrées. Tu as dit que c'était des cadeaux. Je n'ai jamais dit ça, rétorquai-je, et les mots sortirent de ma bouche comme de l'eau bouillante qui trouve enfin une fissure dans la marmite. Tu m'avais promis de me rembourser. Tu as promis que ce serait temporaire. Tu as promis beaucoup de choses que tu n'as jamais tenues. Vanessa s'est mise à pleurer. Mais ce n'étaient pas les larmes sincères de douleur que j'avais vues quand elle était enfant et qu'elle s'était écorché le genou. C'étaient des larmes calculées, des larmes de comédie, des larmes destinées à briser ma détermination. Maman, je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça, après tout ce que nous avons partagé, après tout l'amour que nous nous sommes donné. De l'amour. Le mot jaillit de ma bouche comme une balle. Tu appelles ça de l'amour, me menacer. Tu appelles ça de l'amour quand ton mari me fait mal au bras. Tu appelles ça de l'amour quand tu me piégilles pour que je vienne ici voler tout ce que j'ai. Les gens dans la banque commencèrent à tourner la tête. Une femme âgée qui faisait la queue nous regardait avec inquiétude. Un jeune homme en costume avait arrêté de consulter son téléphone et nous fixait ouvertement. Vanessa a réalisé l'attention que nous attirions et a baissé la voix, mais son désespoir n'en est devenu que plus intense. « D'accord, a-t-elle murmuré, en essuyant ses larmes du revers de la main. Ne transfère pas tout, juste la moitié. 9 000 € suffisent pour nous sortir de cette galère. Quelle galère, Vanessa? Ai-je demandé, et j'ai vu que ma question l'avait prise au dépourvu. Sébastien a un travail. Vous avez une maison. Quelle est exactement l'urgence qui nécessite mon argent de retraite? Elle resta silencieuse pendant un moment, et dans ce silence, je vis la vérité que j'avais évitée pendant des années. Il n'y avait pas d'urgence, pas de véritable crise. Il y avait juste deux adultes qui avaient construit leur mode de vie autour de mon incapacité à dire non. Ils avaient dépensé plus qu'ils ne gagnaient parce qu'ils savaient que maman serait toujours là pour combler la différence. Vanessa, ai-je poursuivi, tu as 35 ans. Ton mari en a 38. Vous avez tous les deux des diplômes universitaires que j'ai financés. Vous avez tous les deux un emploi. Il est temps que vous appreniez à vivre de vos propres revenus. Et Caroline? A demandé Sébastien, jouant sa carte la plus forte. Et ta petite fille? Vas-tu la laisser souffrir parce que sa grand-mère est devenue égoïste? Ce mot égoïste m'a frappé comme une gifle. Toute ma vie, j'avais craint d'être égoïste. J'avais sacrifié mes désirs, mes besoins, mes rêves. Je ne voulais pas être égoïste. Mais maintenant, debout dans cette banque, sur le point de me faire voler mes derniers 27 000 €, j'ai compris quelque chose de fondamental. Prendre soin de moi-même n'était pas égoïste, c'était une question de survie. Caroline ne va pas souffrir, ai-je dit fermement. Vous pouvez continuer à subvenir à ses besoins avec vos propres revenus, comme le font des millions de parents responsables partout dans le monde. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est utiliser mon amour pour ma petite fille afin de me manipuler. Monsieur Thompson s'est éclairci la gorge. Madame Wilson, Monsieur Wilson, vous devez partir. Madame Anderson a clairement indiqué qu'elle ne souhaitait pas poursuivre cette transaction. Et continuer à faire pression sur elle constitue du harcèlement. C'est ma mère, rétorqua Vanessa. J'ai le droit de parler à ma mère. Pas quand vous l'intimidez dans l'enceinte d'une banque, répondit Monsieur Thompson avec autorité. Les gardes vont vous escorter dehors. Vanessa me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de la déception. C'était de la haine pure, cristallisée après des années de ressentiment caché. « Très bien, maman, dit-elle d'une voix glaciale. Si c'est ce que tu veux. Mais ne viens pas pleurer quand tu seras toute seule dans cette maison vide, sans personne pour te rendre visite, sans personne pour prendre soin de toi. Et n'appelle pas quand tu auras besoin d'aide, ajouta Sébastien. N'appelle pas quand tu es malade ou quand tu ne peux plus monter les escaliers. Nous ne sommes pas ton assurance maladie personnelle. Leurs paroles avaient pour but de m'effrayer, de me faire imaginer un avenir solitaire et sans protection. Et
elles ont en partie fonctionné. J'ai senti un frisson de peur me parcourir l'échine. Et si je tombais vraiment malade? Et si j'avais besoin d'aide? Et si cette décision de garder mon argent me coûtait ma famille? Mais je me suis alors souvenu de quelque chose que Peter m'avait dit peu avant son décès. Nous étions assis dans le salon et regardions une émission de télévision sur les escroqueries visant les personnes âgées. Il m'avait alors dit: Olivia, la peur est l'outil le plus puissant dont disposent les manipulateurs. Ils vous font imaginer toutes les horreurs qui pourraient vous arriver si vous ne faites pas ce qu'ils veulent. Mais en réalité, la plupart de ces choses ne se produisent jamais. Et si elles se produisent, vous y faites face quand elles surviennent, pas avant. Je comprends, ai-je dit à Vanessa, et ma voix semblait plus calme que je ne l'étais intérieurement. Si c'est ta décision, je l'accepte. Mais je ne vais pas changer la mienne par peur de ce qui pourrait arriver à l'avenir. Les agents de sécurité se sont approchés. Mesdames et messieurs, il est temps de partir, a dit l'un d'eux, avec une fermeté professionnelle. Vanessa attrapa son sac à main d'un geste brusque et irrité. Ce n'est pas fini, maman. Nous en parlerons à la maison, quand tu n'auras plus ces étrangers qui te remplissent la tête d'idées ridicules. Non, dis-je, et le mot sortit avec plus de force que je ne l'avais prévu. Nous n'en parlerons pas à la maison. Pas avant que tu sois prête à accepter ma décision, sans essayer de la changer. Ils sont partis sans se retourner. Sébastien, avec une main possessive sur le dos de Vanessa, lui chuchotant quelque chose à l'oreille, qui a rendu ses épaules encore plus tendues. Je les ai regardés marcher vers le parking à travers les vitres de la banque. Deux silhouettes s'éloignant de ma vie, emportant avec elles des années de manipulation et de chantage émotionnel. Quand je ne les ai plus vus, je me suis assise lourdement sur l'une des chaises de la salle d'attente. Mes jambes tremblaient, non pas de peur, mais à cause de la libération de tensions refoulées depuis des années. J'avais fait quelque chose que je n'aurais jamais cru capable de faire. J'avais dit non à ma fille. J'avais choisi mon bien-être plutôt que sa manipulation. Monsieur Thompson s'est approché et s'est assis à côté de moi. « Comment vous sentez-vous » m'a-t-il demandé. J'ai réfléchi un instant avant de répondre. « J'ai peur, ai-je admis, mais je me sens aussi libre. Comme si je pouvais enfin respirer après avoir retenu mon souffle pendant des années. Les jours qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie, non pas parce que Vanessa et Sébastien me manquaient, mais parce que je devais affronter la réalité de ce que j'avais été pendant toutes ces années. Je me suis assise dans mon salon vide, entourée de photos de famille qui semblaient désormais se moquer de moi depuis leur cadre doré. Et je me suis posé des questions que j'avais évitées pendant des décennies. Quand avais-je perdu ma voix? Quand avais-je cessé d'être Olivia pour devenir simplement la mère de Vanessa? Les appels ont commencé le soir même. Mon téléphone sonnait toutes les heures, affichant le nom de Vanessa à l'écran. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Le deuxième jour, les SMS ont commencé. Maman, je sais que tu es en colère, mais nous devons parler. Maman, Caroline demande de tes nouvelles. Elle est tellement triste. Maman, Sébastien dit qu'il est désolé s'il t'a blessé. Ce n'était pas son intention. Chaque message était une nouvelle aiguille de culpabilité qui tentait de percer l'armure de détermination que j'avais construite. Le troisième jour, ils se sont présentés à ma porte. Je les ai vus à travers les rideaux du salon. Vanessa portait une robe jaune, ma couleur préférée. Sébastien arborait son plus beau sourire factice, et Caroline tenait leurs mains entre les leurs. Ma petite fille tenait un dessin, probablement un autre de ses portraits, de la grand-mère géante aux bras énormes. Mon cœur se serra en la voyant, mais je n'ai pas ouvert la porte. Vanessa a sonné pendant 10 minutes, puis a commencé à frapper. « Maman, je sais que tu es là. Ta voiture est dans l'allée. S'il te plaît, nous voulons juste te parler. » Sa voix devenait de plus en plus désespérée à chaque supplication. « Caroline te manque. Regarde, elle t'a fait un dessin. » J'ai entendu la petite voix de ma petite fille. « Pourquoi grand-mère n'ouvre-t-elle pas la porte, maman? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Cette question innocente m'a presque brisé le cœur. J'ai failli courir ouvrir la porte. J'ai failli retomber dans le schéma familier de la manipulation émotionnelle. Mais je me suis souvenu des paroles de Monsieur Thompson. La peur et la culpabilité sont les outils les plus puissants des manipulateurs. Je me suis éloignée de la fenêtre et je me suis retirée dans ma chambre où je ne pouvais plus les entendre. J'ai mis de la musique classique sur la petite radio que Peter m'avait offerte pour notre 30e anniversaire et j'ai essayé de ne plus entendre leur voix. Au bout d'une heure, ils sont enfin partis. Ce soir-là, ma petite sœur Clara m'a appelée. « Olivia, Vanessa m'a raconté ce qui s'est passé à la banque.
Elle dit que tu es devenu paranoïaque et que tu penses qu'ils veulent te voler. Sa voix avait ce ton condescendant qu'elle utilisait lorsqu'elle trouvait quelqu'un irrationnel. Elle dit qu'il voulait juste t'aider à mieux investir ton argent. C'est ce qu'elle t'a dit? Ai-je demandé, et je pouvais entendre l'amertume dans ma propre voix. T'a-t-elle aussi dit que son mari m'avait blessé au bras? T'a-t-elle dit que j'avais dû passer un mot secret au directeur de la banque pour lui demander de l'aide? Clara était restée silencieuse pendant un moment. Il t'a vraiment blessé? Il m'a vraiment fait mal. Et Vanessa l'a vu et n'a rien fait pour l'arrêter. Les mots sortaient plus facilement maintenant, comme si chaque fois que je les prononçais, ils devenaient plus réels, plus valables. Clara, ils m'ont pris plus de 90 000 euros au cours des 10 dernières années. Ils ne m'ont jamais remboursé un seul centime. Et maintenant, ils voulaient les 27 000 euros qui me restaient. Mais Olivia, dit Clara doucement, c'est ta fille. Les familles s'entraident. Les familles s'entraident effectivement. J'étais d'accord. Mais ce n'était pas de l'aide, c'était de l'exploitation. Il y a une différence entre aider occasionnellement et être traité comme un distributeur automatique de billets personnels. Après avoir raccroché avec ma sœur, j'ai réalisé que même les personnes qui m'aimaient ne comprenaient pas tout à fait ce que j'avais vécu. Elles avaient vu les virements bancaires, mais elles n'avaient pas vu la manipulation émotionnelle. Elles avaient vu les cadeaux généreux, mais elles n'avaient pas vu les menaces voilées. Quand j'ai hésité, il m'était impossible d'expliquer des années d'abus subtils à quelqu'un qui n'avait vu que la surface. Le 4e jour, Caroline s'est présentée seule, à ma porte. Mon cœur s'est arrêté quand je l'ai vue à travers la fenêtre, vêtue de son uniforme scolaire et avec son sac à dos rose, debout sur mon porche comme si rien n'avait changé. Cette fois, j'ai ouvert la porte car je savais qu'une fillette de 8 ans n'était pas responsable des manipulations de ses parents. « Bonjour grand-mère », m'a-t-elle dit avec ce sourire qui pouvait illuminer des villes entières. « Maman dit que tu es en colère contre nous, mais je n'ai rien fait de mal, n'est-ce pas ?» Je me suis agenouillée à sa hauteur, ravalant les larmes qui menaçaient de couler. « Non, ma chérie, tu n'as rien fait de mal. Grand-mère n'est pas en colère contre toi. Alors pourquoi tu n'es pas venue nous rendre visite ? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone quand maman t'appelle de la maison ?» Ses yeux verts, si semblables à ceux de Vanessa, mais remplis d'une innocence authentique, me regardaient avec confusion. « Caroline, dis-je en choisissant mes mots avec soin. Parfois, les adultes ont des problèmes à régler, mais cela ne signifie pas que grand-mère ne t'aime pas. Je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Je peux entrer? Je t'ai fait un nouveau dessin. » Elle brandit une feuille de papier qu'elle tenait contre sa poitrine. Je la laissai entrer et nous nous assîmes dans le salon pendant qu'elle m'expliquait son dessin. Il ressemblait à tous les autres. J'étais une silhouette géante avec des bras énormes, mais cette fois, quelque chose avait changé. Au lieu de sourire, la grand-mère du dessin avait l'air triste. « Pourquoi grand-mère est-elle triste dans ton dessin ?» lui demandai-je. « Parce que maman dit que tu es triste. Elle dit que des méchants à la banque t'ont dit des choses qui t'ont perturbée. » Caroline m'a regardée avec ses yeux sérieux qui semblaient trop vieux pour son visage. « Est-ce vrai qu'il y a des méchants, grand-mère ?» J'ai réalisé que Vanessa avait déjà commencé à construire sa version des faits, me dépeignant comme une victime confuse, manipulée par des étrangers. C'était intelligent, je devais l'admettre. En racontant cette version à Caroline, elle contrôlait non seulement le récit, mais préparait également le terrain pour de futures tentatives de manipulation. « Il n'y a pas de méchants, Caroline, » ai-je dit fermement. « Les hommes à la banque sont gentils, ils m'ont aidé quand j'avais besoin d'aide. Mais alors pourquoi maman dit parfois, l'interrompis-je gentiment, que les adultes voient les mêmes choses différemment? Comme quand toi et ton ami regardez un nuage et que tu dis qu'il ressemble à un chat, mais qu'elle dit qu'il ressemble à un chien. Vous voyez toutes les deux le même nuage, mais vous l'interprétez différemment. » Caroline acquiesça solennellement, comme si cette explication était parfaitement logique. Nous avons passé 1 heure à colorier ensemble, et pendant un moment, j'ai pu faire comme si rien n'avait changé. Mais quand il a été temps pour elle de partir, car je savais que Vanessa viendrait bientôt la chercher, Caroline m'a posé une question qui m'a brisé le cœur. « Grand-mère, tu ne vas plus me donner d'argent pour mes cours de danse classique ?» Nous y voilà. Même à 8 ans, Caroline avait déjà appris à associer mon amour à mon argent. Elle avait déjà intériorisé la leçon que Vanessa lui avait enseignée, à savoir que grand-mère avait de la valeur pour ce qu'elle pouvait donner, et non pour qui elle était. « Caroline, » ai-je dit en m'agenouillant à nouveau à sa hauteur, « est-ce que tu m'aimes parce que je te donne de l'argent, ou est-ce que tu m'aimes parce que je suis ta grand-mère ?» Elle a semblé perplexe face à cette question. « Je t'aime parce que tu es ma grand-mère,
Mais l'argent, c'est bien aussi. Maman dit que c'est pour ça que tu es la meilleure grand-mère du monde, parce que tu nous aides toujours quand on a besoin de quelque chose. À ce moment-là, j'ai compris le mal profond que j'avais causé par mes années de générosité sans limite. Non seulement j'avais permis à Vanessa de devenir financièrement dépendante et émotionnellement manipulatrice, mais j'avais aussi appris à ma petite fille que l'amour s'exprimait à travers l'argent, que les relations familiales avaient une composante transactionnelle. Caroline, lui ai-je dit, je veux que tu saches quelque chose de très important. Je t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que je peux te donner. Et le véritable amour ne s'achète pas avec de l'argent. Tu comprends? Elle a acquiescé, mais je pouvais voir dans ses yeux que sa réponse était plus automatique que sincère. Elle était trop jeune pour saisir pleinement ce concept, d'autant plus que toute son expérience de la vie lui avait enseigné le contraire. Lorsque Vanessa est venue chercher Caroline, elle n'est pas sortie de la voiture. Elle s'est contentée de klaxonner depuis l'allée, comme si j'étais une étrangère qui gardait son enfant. Caroline a couru vers la voiture, a fait un signe de la main et a disparu derrière les vitres teintées du véhicule. Ce soir-là, assise seule dans mon salon, j'ai réalisé que j'avais perdu plus que mon argent au fil des ans. J'avais perdu mon identité, ma voix et ma capacité à entretenir des relations authentiques. Mais j'ai également réalisé autre chose. Pour la première fois depuis des décennies, j'avais l'occasion de tout récupérer. Tout. Une semaine après l'incident à la banque, alors que je commençais déjà à m'habituer au silence étrange de ma maison sans les appels constants de Vanessa, j'ai reçu une visite inattendue. C'était un dimanche après-midi, et j'arrosais les plantes du jardin que Peter avait entretenu avec tant d'amour lorsque j'ai entendu sonner à la porte. À travers le judas, j'ai vu une jeune femme que je n'ai pas immédiatement reconnue. Elle était grande, avait les cheveux bruns attachés en queue de cheval et arborait un sourire nerveux qui me semblait familier. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai réalisé qu'il s'agissait de Caroline, mais pas de la Caroline de 8 ans qui m'avait rendu visite quelques jours plus tôt. C'était Caroline, âgée de 18 ans, une version de ma petite fille, qui n'existait que dans mon imagination, celle que j'avais de ce qu'elle serait une fois adulte. Mais ma confusion n'a duré qu'une seconde, car la jeune femme a alors pris la parole. Madame Anderson, je suis Caroline, mais pas votre petite fille, Caroline. Je suis votre petite nièce, la fille d'Arthur, le fils de votre sœur Clara. Sa voix était douce mais déterminée. Je sais que nous ne nous connaissons pas bien, mais je devais venir vous parler. Arthur, ce nom me rappelait vaguement un neveu que j'avais vu lors de réunions de famille quand j'étais enfant, mais qui avait perdu contact avec notre famille lorsqu'il avait déménagé en Écosse pour le travail. Entrez, je vous en prie, dis-je en m'écartant. Voulez-vous du thé? Nous nous sommes assises dans le salon et cette autre Caroline m'a expliqué pourquoi elle était venue. Mon père m'a raconté ce qui s'était passé à la banque. Tante Clara lui a tout raconté et il m'a demandé de venir vous parler. Elle fit une pause, comme si elle choisissait ses mots avec soin. Vous voyez, Madame Anderson, j'ai vécu une situation très similaire avec ma propre mère. Elle me raconta son histoire pendant que le thé refroidissait dans nos tasses. Sa mère, l'ex-femme d'Arthur, était devenue accro au jeu après le divorce. Pendant des années, elle avait manipulé Caroline pour qu'elle lui donne l'argent de ses petits boulots, l'argent de ses économies pour l'université. Elle avait même falsifié la signature de Caroline sur plusieurs prêts étudiants. C'était toujours une urgence, expliqua Caroline. C'était toujours la dernière fois. Elle promettait toujours de me rembourser, qu'elle avait juste besoin d'un peu plus de temps. Et qu'avez-vous fait? Demandai-je, même si je soupçonnais déjà la réponse. Au début, rien. C'était ma mère. J'étais censée l'aimer inconditionnellement, n'est-ce pas? Les bonnes filles étaient censées aider leur mère. Sa voix avait une pointe d'amertume que j'ai immédiatement reconnue, mais j'ai alors compris que ce n'était pas de l'amour qu'elle demandait, c'était la survie. Sa survie au détriment de la mienne. Elle m'a raconté comment elle avait dû couper tout contact avec sa mère pendant 2 ans. Comment elle avait dû apprendre à ignorer les appels désespérés, les messages culpabilisants, les menaces de suicide qui s'avéraient être de vaines manipulations. C'était la chose la plus difficile que j'avais jamais faite dans ma vie, a-t-elle admis. Mais c'était aussi ce qui m'avait sauvée. Et maintenant, lui ai-je demandé, comment est ta relation avec elle? Mieux, a répondu Caroline avec un petit sourire sincère, mais seulement parce que j'ai fixé des limites fermes et refusé de les repousser. Nous avons une relation maintenant, mais c'est une relation honnête. Elle sait qu'elle ne peut pas me demander d'argent. Elle sait que si elle ment ou manipule, je disparaîtrai à nouveau.
Et étonnamment, lorsque nous avons retiré l'argent de l'équation, nous avons découvert qu'il y avait un véritable amour sous tout ce dysfonctionnement. Ces paroles m'ont donné quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis l'incident à la banque. De l'espoir. Pensez-vous que c'est possible? J'ai demandé. Pensez-vous que Vanessa et moi pourrions avoir une vraie relation un jour? Je ne sais pas, a répondu Caroline honnêtement. Cela dépend si elle est prête à changer. Mais ce que je sais, c'est que vous devez être prêt à maintenir vos limites, même si cela fait mal. Elle m'a parlé d'un groupe de soutien qui se réunissait à la bibliothèque municipale tous les mardis soirs. Il s'adresse aux personnes qui ont subi des abus financiers de la part de membres de leur famille, m'a-t-elle expliqué. Au début, j'ai trouvé cela ridicule. Je ne me considérais pas comme une victime d'abus, mais quand j'y suis allée, j'ai réalisé qu'il y avait des dizaines de personnes comme nous, des parents, des grands-parents, des frères et sœurs, tous manipulés par des membres de leur famille qui savaient exactement sur quel bouton appuyer. Avant de partir, Caroline m'a serré longuement dans ses bras. Madame Anderson, ce que vous avez fait à la banque était incroyablement courageux. Ne laissez personne vous faire culpabiliser parce que vous prenez soin de vous. Cette semaine a passé très vite. Pour la première fois depuis des années, j'ai commencé à faire des choses rien que pour moi. J'ai lu des livres que je voulais lire depuis des décennies, mais pour lesquels je n'avais jamais eu le temps. Je me suis promenée dans le parc où Peter et moi avions l'habitude de nous promener le dimanche matin. J'ai cuisiné des plats que j'aimais et non ceux que j'aimais préparer pour Vanessa lorsqu'elle venait nous rendre visite. Le mardi soir, j'ai décidé d'aller au groupe de soutien. La bibliothèque était calme et dans une petite salle à l'arrière, j'ai trouvé 12 personnes assises en cercle. Il y avait des hommes et des femmes de tous âges, mais la plupart avaient plus de 50 ans. L'animatrice, une femme nommée Sandra, m'a accueillie chaleureusement et m'a dit de me présenter seulement si je me sentais à l'aise de le faire. J'ai écouté une succession d'histoires qui faisaient écho à la mienne. Une femme de 70 ans dont le fils avait volé 90 000 euros en falsifiant des chèques. Un homme de 60 ans qui avait hypothéqué sa maison 3 fois pour couvrir les dettes de jeu de son frère. Une femme de mon âge dont la fille l'avait convaincue de mettre la maison à son nom, pour découvrir plus tard qu'elle l'avait vendue sans le lui dire. Quand mon tour est venu de parler, les mots ont jailli comme un fleuve qui trouve enfin la mer. Je leur ai parlé de Vanessa, des années de manipulation, de l'incident à la banque. Je m'attendais à être jugée. Je m'attendais à ce qu'ils me disent que j'avais été stupide ou naïve. Au lieu de cela, j'ai trouvé de la compréhension. J'ai trouvé de la validation. J'ai trouvé des personnes qui avaient non vécu exactement la même chose. L'abus financier par des membres de la famille est l'un des types d'abus les plus difficiles à reconnaître, m'a expliqué Sandra, après que j'ai fini de parler. Parce qu'il est enveloppé d'amour, d'obligations familiales, de culpabilité, les agresseurs savent exactement quoi dire pour nous faire croire que c'est nous qui sommes déraisonnables. Une femme nommée Eleanor, qui faisait partie du groupe depuis 2 ans, m'a donné le conseil le plus précieux. Olivia, tu vas douter 1000 fois de ta décision. Tu vas te demander si tu n'as pas été trop dure, si tu n'as pas réagi de manière excessive, si tu ne devrais pas simplement appeler ta fille et lui demander pardon. Ces moments de doute sont normaux, mais chaque fois que tu ressens ce doute, souviens-toi de ce que tu as ressenti dans cette banque. Souviens-toi de la peur, de la douleur physique, du désespoir. Ces sentiments ne mentent pas. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, il y avait 3 messages vocaux de Vanessa sur mon répondeur. Je les ai écoutés et pour la première fois, j'ai clairement entendu la manipulation, comme si quelqu'un m'avait nettoyé les oreilles après des années d'accumulation de cérumen. Maman, Caroline demande de toi tous les jours. Elle est déprimée. Elle ne comprend pas pourquoi sa grand-mère ne veut pas la voir. Maman, Sébastien et moi avons discuté et nous pensons que tu devrais consulter un médecin. Ce comportement n'est pas normal chez toi. Maman, je commence à penser que tu as peut-être des problèmes de mémoire. As-tu envisagé la possibilité que tu développes une démence? Chaque message était une nouvelle stratégie. Premièrement, utiliser Caroline comme bouclier émotionnel. Deuxièmement, invalider ma capacité à prendre des décisions rationnelles. Troisièmement, suggérer que j'avais des problèmes cognitifs. C'était comme un manuel de manipulation psychologique exécuté avec une précision chirurgicale. J'ai supprimé les messages sans la rappeler. Le lendemain, alors que je préparais le petit déjeuner, le téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas est apparu à l'écran, alors j'ai répondu, pensant que c'était peut-être important. Grand-mère, c'était ma petite fille, Caroline, la petite de 8 ans, la vraie Caroline.
Maman a emprunté son téléphone professionnel pour t'appeler. Elle dit que tu ne réponds plus quand on t'appelle de la maison. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Je vais bien, mais tu me manques beaucoup. Quand viendras-tu nous rendre visite? Quand irons-nous au parc ensemble comme avant? Sa petite voix était empreinte d'une tristesse sincère, et j'ai senti ma résolution commencer à vaciller. Caroline, ai-je dit en choisissant mes mots avec soin. Grand-mère t'aime beaucoup, mais en ce moment, ta maman et moi avons des problèmes d'adultes que nous devons régler. Mais est-ce que vous allez régler le problème bientôt? Parce que mon anniversaire est dans 2 mois et je voulais te demander quelque chose de spécial. Et voilà, encore une fois. Même dans une conversation apparemment innocente, l'attente que grand-mère donne de l'argent pour quelque chose de spécial apparaissait. Que voulais-tu me demander, mon amour? Je voulais te demander si tu pouvais m'aider à acheter une nouvelle robe pour mon récital de ballet. Maman dit qu'elle coûte 180 € et qu'ils n'ont pas l'argent ce mois-ci. Et voilà la véritable raison de l'appel. Vanessa avait utilisé sa propre fille de 8 ans comme intermédiaire pour solliciter de l'argent. Elle avait envoyé cette enfant innocente faire le sale boulot qu'elle ne pouvait plus faire directement. À ce moment-là, assise dans ma cuisine, le téléphone à la main, j'ai compris que cette guerre venait de commencer. Caroline, ai-je dit à ma petite fille, le cœur brisé, mais d'une voix ferme. Laisse-moi parler à ta maman. Il y a eu un silence, puis j'ai entendu la voix de Vanessa en arrière-plan qui disait « Donne le téléphone à maman, ma chérie ».